Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue chez vous, spécial depuis Léger. Bonsoir Jean. Bonsoir Jean-Luc. Et vous le savez, tout au long de cette semaine, bienvenue chez vous, s'est déroulé depuis Léger, cette station savoyarde plutôt sympa Jean. Tout à fait, puisque je crois que c'est une station qui a su garder un cachet traditionnel. C'est une station qui se trouve exactement entre la Haute-Savoie et la Suisse. Entre le lac Léman et le Mont-Blanc. Et cette petite commune, qui normalement ne compte que 1300 habitants, en haute saison peut accueillir jusqu'à 15 000 touristes. Alors vous le saviez peut-être, mais c'est ici au G que l'on a installé pour la première fois en France une remontée mécanique. Elle avait quel nom ? Elle s'appelait le téléski de la boule de gomme. La boule de gomme, voilà. C'est ça absolument. Valérie va nous présenter ce téléski, mais Valérie va nous en dire un petit peu plus aussi sur les remontées mécaniques. D'ailleurs, je vois qu'elle peine un peu. Regardez. Comme vous le voyez, je suis déjà sur les pistes. À peine arrivée ici, je me suis entièrement équipée pour profiter au maximum du domaine skiable DG Morzine. Alors, au départ, je voulais me la jouer sportive, mais là, je crois que je commence à fatiguer. Je vais plutôt emprunter les remontées mécaniques. Comme dit l'expression, l'union fait la force. C'est pour cela que les stations des G et de Morzine ont en commun leurs remontées mécaniques. Elles sont liées. Une fusion indispensable au vu de la grande étendue du domaine skiable. Le nombre de kilomètres de piste est de 110 km de piste donc, avec une soixantaine de remontées mécaniques de tout niveau. Quand on veut faire plaisir aux skieurs, il n'y a pas de secret, il faut investir. C'est pour cela que le domaine des G Morzine s'est doté pour 20 millions d'euros de 5 nouveaux télésièges, des télésièges débrayables et 6 places. L'intérêt du 6 places, c'est son débit. Son débit pour éviter les queues, on arrive à des débits de 3000 personnes à l'heure. Et l'intérêt du télésiège débrayable, notamment dans une station comme Léger, avec une clientèle familiale, on arrive à avoir 4 générations sur le même siège, c'est le confort d'embarquement, la douceur et aussi la rapidité en ligne, puisque ces appareils roulent à 5 mètres par seconde. Nous avions un parc déjà ancien et il fallait penser au déplacement beaucoup plus rapide des clients sur notre domaine. Donc on a voulu améliorer le confort et c'est pour ça qu'on a fait un plan sur 10 ans et c'est une des parties de ce plan qui est mis en place. Ajoutez à cela 360 personnes qui gèrent et entretiennent ces machines et on a fait le tour, ou presque, car le domaine des G Morzine a toujours été à la pointe de la technologie. On remonte le temps, en 1936, date à laquelle le premier téléski a été construit au G et c'est le seul de cette époque encore en fonctionnement aujourd'hui et le propriétaire a réussi à garder l'esprit d'antan. Il a été rénové, mon père a toujours été de l'avant, il l'a rénové au fur et à mesure que la technique avançait. Et j'ai suivi le mouvement. La fierté peut être de l'avoir bien maintenu et de le faire vivre normalement et dans de bonnes conditions parce qu'on n'a jamais eu d'accident. C'est quand même une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Dommage qu'elle se termine pour moi. Et oui, car Charles devrait passer le flambeau à sa fille. Bref, si vous descendez les pistes des G sur le ventre ou sur une partie, arrière de votre anatomie, rassurez-vous, pour remonter, ça se fera en toute sécurité et dans le confort le plus total. L'autre moyen d'accéder au sommet des pistes enneigées, c'est bien sûr d'emprunter le scooter des neiges. C'est très sympa, seulement voilà, il n'est réservé qu'au personnel des pistes, aux pisteurs ou bien encore aux pistonnés. Allez, à demain les garçons. C'est bon, là on peut sortir. Ah, le grand jeu. Wouhou. Et oui, Valérie qui aime les sensations fortes, là, je pense qu'elle est servie. Nous allons maintenant vous parler de la musique mécanique. Il y a au G le musée de la musique mécanique, mais il y a également un festival, Jean. Absolument, un festival qui revient tous les 2 ans et qui est dû à l'initiative en 1982 d'une association qui a décidé de collectionner des appareils qui produisent de la musique mécaniquement. Aujourd'hui, on considère d'ailleurs que Léger est la capitale européenne de la musique mécanique. Et si vous aimez la musique, si vous passez par l'église des G, sachez qu'il y a un orgue, il y a toute une histoire sur cet orgue. Il était dans un premier temps construit et installé dans un salon privé, on va dire, du côté de Londres. Ensuite démonté, il est parti sur la Côte d'Azur. Là, on l'a redémonté, on l'a laissé dans des cartons pour finir finalement au G. Il est arrivé au G début 1990-91 et depuis, vous pouvez donc forcément aller écouter cette musique. C'est un orgue exceptionnel et Valérie va nous faire découvrir tout cela dès qu'elle aura fini de prendre le soleil. Valérie ? Bonsoir tout le monde, ravi de vous accueillir ce soir en plein cœur du village des G. Je faisais un petit peu de bronzette en vous attendant, c'est vrai que le temps est magnifique. Ce soir c'est une balade musicale que je vous propose. Nous allons partir découvrir le musée de la musique mécanique. Mais avant cela, petit détour par cette église, elle renferme un véritable trésor. Il s'agit d'un instrument de musique tout à fait particulier, mais je l'entends qui joue déjà alors que le spectacle commence. C'est
Cet objet rarissime, véritable perle de la musique mécanique, aux dimensions impressionnantes, 5,50 m de haut, 6 de large, 5 de profondeur, pas moins de 1000 tuyaux et un poids total de 6 tonnes, le voici. L'orgue philharmonique automatique à éolien, du nom de la firme américaine qui l'a fabriqué au début du siècle. Un instrument à la valeur inestimable. Cet instrument est fabuleux. Posséder un instrument comme ça, c'était le nec plus ultra de la musique, hein, de l'enregistrement musical. Donc c'est un témoin, ça reste un témoin de l'histoire. C'est pour ça que nous sommes très fiers ici au G d'avoir cet instrument, parce que c'est le seul dans un lieu public en Europe qui fonctionne encore. Et figurez-vous qu'en 1921, Maurice Ravel, a joué sur cet orgue alors qu'il était à Londres. Et oui, notre orgue a beaucoup voyagé. New York, Londres, puis Cap d'Antibes, où il échappe de justesse au démantèlement. En 1989, Léger lui donne une seconde vie. Il est classé monument historique et s'offre même une cure de jouvence. Elle va durer 4 ans et nécessiter 10 000 heures de travail. Aujourd'hui, c'est Armand qui s'occupe de l'orgue. Ce passionné est tombé fou amoureux de cet instrument qui seul peut combiner jeu manuel et jeu automatique. D'ailleurs, il ne se lasse pas de le faire interpréter de la grande musique grâce aux 700 rouleaux, des partitions qu'il faut parfois réparer. Avec le temps, le papier s'étend. Donc, quand on passe les rouleaux en automatique, il y a une usure qui se fait et ça provoque des déchirures. Quelques petits morceaux de ruban adhésif et la magie opère. Le rouleau de papier perforé va pouvoir entraîner le jeu pneumatique de l'orgue comme il y a environ 100 ans. Alors en avant la musique! Ah, son un peu différent tout de même, mais toujours d'origine mécanique. Bienvenue au musée de la musique mécanique des G. Un endroit féerique pour petits et grands qui vous permettra de plonger dans l'univers magique des appareils à reproduire les sons. Plusieurs centaines de pièces, des milliers de documents, gravures et iconographies vous raconteront la fabuleuse histoire de la musique mécanique, depuis ses origines, les carillons de clocher, jusqu'à l'invention du phonographe. L'une des plus belles collections d'Europe qui risque bien de vous surprendre. La preuve avec l'ancêtre de l'orgue de Barbarie. Il était utilisé, comme on le voit sur la gravure, pour apprendre aux oiseaux à chanter. Alors lorsqu'il connaissait les 8 airs de musique qui sont notés sur ce cylindre, l'oiseau avait bien sûr beaucoup plus de valeur, mais il fallait en tourner des tours et des tours de manivelle pour lui apprendre tous ces morceaux. Et ça laissait l'expression « seriner quelqu'un », ça vient de cette petite boîte qu'on appelait serinette puisqu'elle a été utilisée pour apprendre aux serins à chanter. D'anecdotes en objets insolites, vous comprendrez que réduire la musique mécanique aux boîtes à musique et orgues de rue, ici, c'est dépassé. Donc, la musique mécanique a vraiment marqué une époque et on a mis des mouvements à musique dans les objets les plus insolites, comme ici donc un distributeur de cigarettes. Voilà, la petite cigogne a récupéré sa cigarette, une carafe à musique. Voilà, dès qu'on la prenait, donc le mouvement à musique se mettait en route. Il y a aussi les chaises musicales, si elles ont réellement existé, les orgues de manège, les tableaux animés qu'on installait dans les halls de gare, il fallait mettre de l'argent pour qu'ils fonctionnent, et bien d'autres choses encore. Preuve vivante du génie de l'homme qui a réussi à faire jouer tous les instruments, et même des violons. C'est forcément en musique que s'achève ce magnifique voyage au cœur de l'histoire de la musique mécanique. Et ce soir, j'ai décidé exceptionnellement de vous réserver une petite surprise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous interpréter le célébrissime Maple Leaf Rag de Scott Joplin. Facile ? Enfin, je vous assure que les pieds travaillent. Mais oui, Valérie, bien sûr, on peut le croire. Oui, absolument. Surtout sur les mains, c'est quand même assez étonnant. Extraordinaire. Nous allons parler maintenant de niveau culture. De plus en plus, vous le savez, la niveau culture s'installe dans les stations, c'est de prendre de l'eau naturelle pour en faire de la neige, pour, si vous voulez, embellir encore la station pendant la pleine saison. Là, Valérie a rencontré une nivocultrice. En fait, c'est une nivocultrice qui aimerait bien qu'on l'appelle nivoculteur. Elle s'appelle Gaëtane Ether et c'est un drôle de personnage. Et oui, toujours là, fidèle au poste sur le terrain, je profite un maximum de l'air de la montagne. Vous découvrez derrière moi le lac des Écoles. C'est un lac complètement artificiel. Il a été créé pour la baignade et les loisirs, mais depuis quelques années, il a une autre fonction. C'est lui qui alimente la fabrique de neige de culture. Alors comment cette eau devient-elle de la neige? Tout simplement grâce aux doigts de fée de Gaëtane Ether.
Notre petite reine des neiges, c'est elle. Gaëtane est nivoculteur. Elle aime aussi dire nivoculteuse ou nivocultrice. En fait, elle ne sait pas très bien quel terme employer. Car voyez-vous, Gaëtane est la seule femme connue à ce jour à exercer cette profession. Un métier qui consiste à produire en fonction des demandes, des besoins et surtout de la météo, de la neige de culture. On ne dit plus neige artificielle, on dit neige de culture. Parce que neige artificielle, les gens pensaient qu'on utilisait des matières non naturelles. Alors qu'en fait, pour faire de la neige de culture, on a besoin d'eau, d'air et de température inférieure à zéro, souvent du -2 degrés 5 humide. C'est dans cette usine à neige, dernière génération, que la magie opère. Ici, on fabrique de l'air comprimé, on aspire l'eau du lac et on propulse le tout dans les différents circuits d'alimentation des 67 canons à neige. Ils sont tous placés à des endroits stratégiques et contrôlés par informatique. Pourtant, la plupart du temps, Gaëtane travaille sur le terrain. On est constamment sur les pistes. On est de temps en temps un petit peu à l'intérieur, puisque nos canons sont reliés par informatique, donc on a une supervision informatique. Mais cela dit, ce qu'un écran d'ordinateur nous dit, c'est quand même très subjectif par rapport à la réalité, donc on est constamment sur le terrain. Contrôle quantité et qualité de la neige produite, intervention sur les canons en cas de pépin ou de variation subite du sens du vent, ce qui est très fréquent en montagne, réparation, entretien, déplacement de certains canons mobiles, mise en sécurité, bref, le travail est varié, plutôt technique et très physique. Mais Gaëtane a une résistance au froid exceptionnelle, son métier elle l'a choisi et elle l'adore. Ça me plaît beaucoup, il y a plein d'avantages. Il y a pour moi les avantages horaires, parce que c'est vrai que travailler de nuit, travailler le matin, ça veut dire qu'on a les après-midi de libre notamment. Travailler dans un cadre comme ça, un lever de soleil à 6h du matin alors qu'il n'y a personne en montagne, c'est vraiment le bonheur. Moi, c'est un métier que j'aime beaucoup parce que c'est un métier qui évolue constamment. Donc, il y a toujours des nouveautés. On ne fait jamais la même chose. Donc, faut être, je dirais, très réactif, très actif, très imaginatif. Et donc, non, c'est jamais le train-train au canon, jamais. Pourtant, il y a quelques années, rien ne prédisposait notre petite reine de la ville à vivre ici. Lyonnaise d'origine, Gaëtane est venue se perdre, comme elle dit, en Haute-Savoie il y a 10 ans. Elle est tombée immédiatement amoureuse du coin. Du coup, plus question de partir. Gaëtane a d'abord travaillé aux remontées mécaniques et puis elle a eu envie de connaître autre chose. Elle a alors choisi d'exercer une activité nouvelle, le métier de nivoculteur, une profession plutôt masculine. Aucune importance, travailler avec les hommes, ça a beaucoup de charme. C'est plutôt agréable, moi je dirais, parce que j'ai des collègues fort sympathiques. Bon, ça a des inconvénients par rapport à la manutention de choses vraiment lourdes. Après, je dirais que des fois, il y a l'esprit qu'on pense les muscles. Donc on a ces petites méthodes pour justement ne pas trop forcer, faire travailler un peu les collègues quand vraiment c'est trop dur. Et puis on a d'autres, je dirais qu'on a d'autres astuces et d'autres avantages. Finalement, c'est aussi grâce à Gaëtane, à tous les nivoculteurs, si l'on peut profiter de la totalité du domaine des Gémorzines. D'ailleurs, il est largement temps que j'en profite. C'est parti pour une bonne petite partie de luge. Et oui, Valérie, même à Luge, elle prend des risques, ça veut dire quand même. Hein, mais qu'elle fasse attention, on a encore besoin d'elle. Hein. Oui, c'est vrai. Encore, en tout cas, pendant 2 sujets, Valérie. Nous allons maintenant parler de la fruitière. Est-ce que vous savez, Jean, ce que c'est qu'une fruitière? J'ai entendu dire que c'était un endroit où on faisait du fromage, Jean-Luc. C'est vrai que la Savoie ne manque pas de sortes de fromage. Il y a des tonnes de sortes de fromage, je devrais dire des tomes de sortes de fromage. Nous allons maintenant, si vous voulez bien, vous planter le décor et nous allons rendre visite donc à une fruitière. C'est quoi? Et d'où vient l'expression fruitière? Tout simplement, c'est qu'ici, on pense que le fruit du lait, c'est le fromage. Le fromage, c'est le fruit du lait. Donc fruitière. Ça. Oui, on a compris. Valérie avait déjà compris bien avant nous. Elle s'y est rendue. Regardez. Cadre typiquement savoyard, nous sommes à la fruitière des Perrières, une fromagerie artisanale où on fabrique le célèbre reblochon, également le fromage d'abondance et puis la tome de Savoie. Comment ça se passe? Eh bien, réponse en images, c'est parti pour cette petite balade gourmande en compagnie d'Erwan et de Monique. Aujourd'hui, à la fruitière, c'est le jour du reblochon, un fromage qui serait né au XIIIe siècle d'une ruse de paysans. À cette époque, les seigneurs avaient instauré un impôt sur la quantité de lait produite. Du coup, du côté des paysans, on trichait. On ne trayait les vaches qu'à moitié. Et une fois le percepteur parti, le reste du lait était prélevé. Ce lait, naturellement plus gras, parce qu'arrivant à la fin de la traite, était parfait pour donner un fromage crémeux. Le reblochon venait de naître. En tout cas, ce matin, Erwan va fabriquer une 60aine de ces fromages. Il aura besoin de 240 litres de lait. Ce lait provient de 2 fermes d'Égée. Il lui est livré chaque jour. Notre fruitier va tout d'abord le peser avant de le transférer dans ce chaudron en cuivre, qui donnera par la suite un meilleur goût au fromage. L'opération que je suis en train de réaliser s'appelle la maturation du lait. Donc j'y ai rajouté les bactéries lactiques, qui sont donc nécessaires pour la fabrication du reblochon. Et ça, c'est ce qui va différencier en fait chaque fromage. Il y a déjà la technologie employée,
et les bactéries qui seront ajoutées pendant la maturation en fait. Car ici, Erwan fait aussi de la tome et de l'abondance, que des fromages avec appellation contrôlée. Les bactéries vont agir pendant une petite heure, ensuite notre fruitier ajoutera la présure. C'est une enzyme d'origine animale qui provient de la caillette des veaux et qui va donc me permettre de faire coaguler mon lait plus vite, plus rapidement. On brasse le tout et on attend que le lait se solidifie. On morcelle ensuite le caillé ainsi obtenu. On passe au moulage, sur toile, selon les méthodes traditionnelles, ce qui permet d'avoir une croûte plus fine et plus jolie. Nos futurs reblochons doivent encore égoutter pendant plusieurs heures. Ensuite, c'est le démoulage, le passage en saumure et le petit séjour à la cave. Donc voilà, le reblochon, c'est un fromage à affinage court, donc qui va nécessiter 2 à 3 semaines d'affinage. Avant de se retrouver dans le magasin de Monique et Pierre, les propriétaires de la fruitière, prêts à être dégustés. Car ici, toute la production fromagère et laitière, beurre, crème et yaourt, est mise en vente. Il faut dire qu'il y a beaucoup de passages. Entre les visites guidées où l'on assiste à la fabrication des fromages et le restaurant, installé dans les anciennes caves d'affinage, il y a de quoi faire et de quoi se régaler, dans une ambiance typiquement montagnarde. Le restaurant, j'avais envie de faire ça depuis longtemps, donc j'ai été piqué, disons, prendre des idées en Suisse, parce qu'en Suisse, il y a beaucoup de restaurants comme ça, c'est ce qu'ils appellent les Kernotzer. Et puis voilà, j'avais amassé pas mal d'antiquités, de brocantes, et puis j'ai tout meublé le restaurant comme ça. Un restaurant qui fait le plein tous les soirs et où on ne déguste que des spécialités à base de fromage. On se demande bien pourquoi. Bon bah voilà, je ne sais pas pourquoi, ce reportage m'a donné faim, je suis sur place, autant que j'en profite. Alors lequel vais-je choisir? Fromage des montagnes, fromage d'abondance? Non, je crois que j'ai plutôt craqué pour la tome de Savoie. Un petit morceau, ça ne peut pas me faire de mal. Elle a l'air succulente. Oh oui, qu'est-ce qu'elle est bonne. Dommage que vous ne soyez pas avec moi les garçons. Allez, à demain. Je me régale. Bon app, Valérie, bon app. Et oui, voilà, elle est bien au chaud, tranquille. Oui, mais qu'elle surveille sa ligne quand même. Hein. Nous allons maintenant faire connaissance avec une championne. Une championne originaire des Jets. Il s'agit de Deborah Antonios, qui s'est dernièrement classée 3e à la Coupe du Monde de snowboard. Et Valérie, qui ne recule devant aucun sacrifice, a décidé d'essayer ce sport. Regardez, séquence comique. Paysage magnifique, ça c'est la première surprise du jour, mais les garçons, j'ai un second cadeau pour vous. Je vais vous présenter une personnalité de la station. Elle s'appelle Deborah Antonios, c'est une très jeune fille. En plus, elle est sportive, elle a tout de même cette année fini 3e au classement général de la Coupe du Monde de Border Cross. Son nom, Antonios, prénom Deborah, particularité prodige du Border Cross, et le Border Cross, c'est ça. Le Border Cross, c'est un parcours avec des difficultés comme des sauts, des whoops ou des virages relevés. Et on part 4x4. Et les 2 premières qui arrivent en bas sont qualifiées pour le tour suivant. Ça, c'est ma discipline préférée. J'ai fait de l'alpin pendant plusieurs années. Et je me suis blessée, du coup j'ai arrêté la compétition et après j'ai choisi le border cross parce que je trouve que ça représente assez bien ce que je suis. J'aime vraiment le contact direct avec les concurrentes, je suis une battante et voilà, j'aime le contact, j'aime que ça aille vite et j'aime les difficultés. Et aussi les défis à relever. Derrière ce visage qui respire le calme et la sérénité se cache une rage de gagner incommensurable. Fini la blessure, oubliez les titres de championne du monde de ski alpin de 96 et 97. Son truc aujourd'hui à Deborah, c'est le border cross, les bagarres sur la piste, les victoires et le travail commence à payer. J'ai été 3e du classement général de la Coupe du Monde, c'est-à-dire sur les 7 Coupes du Monde qui ont eu lieu l'année dernière. C'est le résultat de ces 7 courses. Donc sur 7 Coupes du Monde, j'ai fait 4 podiums. Et oui, c'est un de mes meilleurs résultats. La concurrence est féroce sur la piste, il faut bosser pour être la numéro 1. L'été, c'est musculation et jogging, l'hiver, on chausse la planche, mais toute l'année, on se prépare mentalement, comme le fait sa principale rivale et amie, Karine Ruby, et Deborah à sa méthode. Je suis très perfectionniste, en fait, tant que c'est pas parfait, je vais continuer. Donc c'est vrai, je m'énerve. Des fois, je fais un peu des crises de nerfs, mais je continue jusqu'à ce que j'y arrive, quoi. Mais t'es invivable alors? Un peu. Invivable ou pas, en tout cas, Deborah a repris l'entraînement.
Et elle veut briller et monter sur le podium à l'occasion de la plus grande, la plus prestigieuse des compétitions du monde. Moi, mon objectif, là, c'est les JO de Turin 2006. Donc le border cross est une nouvelle discipline olympique. Ça a été décidé l'année dernière au mois de février. Donc ce sera au JO en 2006. Voilà, ça c'est mon objectif. Bref, encore 2 ans de préparation pour atteindre peut-être la plus haute marche du podium. Bon maintenant que j'ai bien observé Déborah, je sens que je vais pouvoir rider. À demain, bon réveillon à tous. Et bien voilà, chers amis, on arrive déjà à la fin de cette balade au G. Rendez-vous donc demain depuis nos studios de Metz. Jean, vous allez garder quelques clichés ? Je vais surtout garder de très très beaux souvenirs de cette magnifique station. Rendez-vous donc demain dès 17h45 depuis nos studios de Metz pour Bienvenue chez vous. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à l'Office de tourisme, bien sûr, DG. Rendez-vous donc demain 17h45. Bonne soirée sur RTL 9. Bonsoir.